Oui, mon nom c'est André Laperrière. Je suis le directeur exécutif du Global Open Data Initiative for Agriculture and Nutrition, l'initiative globale sur les données ouvertes en agriculture et en nutrition, qui est couramment basée tout près d'Oxford en Angleterre. C'est là qu'est notre bureau chef, mais on a du staff dans différents pays. GODAN, c'est un concept qui a émergé d'une des réunions du G7 il y a quelques années, où nos leaders se sont mis à réfléchir sur l'avenir du monde, surtout à l'horizon 2050. Et ils se sont rendus compte assez rapidement que, compte tenu des changements climatiques qui déjà commençaient à émerger, là on parle de 2013 environ, l'impact de ça sur l'agriculture et les changements démographiques, 3 milliards de plus de personnes sur la Terre en 2050 qu'une génération avant. On sait qu'on a déjà 800 millions de personnes environ qui sont mal nourries ou insuffisamment nourries. Alors, avec 3 milliards de plus, ça nous fait 3 milliards 800 millions de personnes à nourrir. On sait que les ressources de nourriture sont passablement utilisées. Par exemple, les stocks de poissons sont soit pleinement utilisés ou surutilisés à 85 %. Les ressources en eau dans plusieurs pays, 90 % de l'eau potable va directement à l'agriculture. Alors, quand on compile tout ça, on se rend compte qu'à moins qu'on change nos façons de travailler, avant 2050, il va y avoir un problème de sécurité alimentaire mondiale majeur. Alors, ils se sont dit, qu'est-ce qu'on fait? La solution, c'est d'innover. C'est de regarder ce qui marche, où ça marche, puis de voir si on ne peut pas transférer ces technologies-là, ces pratiques, ces méthodes à d'autres endroits où il y a un grand potentiel qui demeure inexploité. Par exemple, en Afrique, on pense qu'il y a environ 20 % du potentiel agricole qui est exploité au moment où on se parle. Donc, là, on ne parle pas de surface, on parle de l'utilisation des surfaces actuelles. Donc, ils se sont dit, il faut innover, alors il faut trouver une façon de transférer les connaissances, surtout à partir de pays les plus productifs, où ils ont appris pour différentes raisons, ou bien où ils ont accès à la technologie qui pourrait bénéficier aux autres pays où le potentiel reste à développer. Alors, ils se sont dit quel serait le meilleur moyen de faire ce transfert de connaissances. Au début, l'idée était un peu simple. C'était plutôt un transfert nord-sud. On va regarder les pays du nord, ils sont efficaces. Les pays du sud le sont moins. On va transférer dans cette direction-là. Heureusement, ça a pris une couple d'années pour que le concept devienne réalité. Et pendant ces 2 années-là, ça s'est amélioré. C'est devenu non plus un transfert nord-sud, mais un transfert sud-sud, sud-nord, un transfert vraiment global au niveau des meilleures pratiques en matière agricole. Donc, ils se sont dit, comment on va faire pour transférer ça? On va utiliser un canal qui aide à la recherche, au développement d'initiatives, au développement de nouveaux équipements, les données. Les Anglais appellent ça « data-driven agriculture ». On veut que l'agriculture se développe non plus seulement sur les méthodes traditionnelles qui deviennent un peu obsolètes maintenant, en particulier à cause des changements climatiques et de la compétition aussi de l'agriculture à grande échelle. Mais donc, on va utiliser les données pour développer ces nouvelles pratiques-là, puis surtout avec le développement qu'on a connu en informatique. Les données sont très facilement transportables, stockables, à un coût vraiment qui est en chute libre. Donc, ça donne de plus en plus accès. Alors, ils se sont dit, pour faire ça, on va encourager le monde à ouvrir leurs données, à les rendre disponibles, et puis à en faire vraiment une pratique standard, une pratique normale à travers le monde. Et pour s'assurer que ça marche, que ça se fasse, on va créer un petit secrétariat dont la mission sera de parcourir le monde, si on veut, pour donner des exemples de ce qui fonctionne bien, de les diffuser, de les faire connaître, de stimuler l'ouverture des données, leur mouvement, leur intégration et leur partage dans le but, encore une fois, d'innover et d'augmenter la productivité en termes de quantité et de qualité de ce qui est produit comme nourriture. L'Internet, je devrais dire, surtout à travers les téléphones intelligents qui sont pour moi la plus grande révolution peut-être des 20 dernières années, ces téléphones intelligents. Autant, c'est aussi important que l'Internet l'a été au moment où l'Internet est arrivé. Ce que les téléphones intelligents ont fait, c'est qu'ils ont mis l'Internet dans votre main. Donc, vous n'avez plus besoin d'être un spécialiste de l'informatique pour utiliser une application simple sur votre téléphone. Alors, c'est ce qui... Puis le téléphone en général est utilisé partout dans le monde maintenant pour toutes sortes de fins, pour faire des transactions bancaires, des achats, avoir des alertes météo, des informations sur vos activités économiques, que ce soit la pêche, la chasse, l'agriculture comme telle, quand c'est le temps de planter, de récolter, etc.
d'analyser ce que vous êtes en train de cultiver, à savoir est-ce que vos plantes sont en santé, est-ce qu'il y a une infestation, une maladie, si oui, qu'est-ce que c'est, que vous pouvez faire. Tout ça, c'est disponible dans votre main maintenant, si vous acceptez la technologie. Donc, la question, c'est pas vraiment est-ce que c'est disponible. C'est disponible ça peut être disponible, mais la condition de base, c'est qu'il faut que les gens dans les pays récipiendaires, si on veut récipients, et les utilisateurs surtout, surmontent la peur du changement. L'obstacle principal à l'adoption de ces nouvelles méthodes, c'est la peur du changement. C'est même plus un problème technologique maintenant. Oui, je disais, l'obstacle principal à l'adoption des meilleures pratiques, l'adoption des données comme base pour prendre des décisions en matière agricole, c'est la peur du changement, la peur de dévoiler ces données comme quoi ça allait nous exposer à nos concurrents, à nos voisins, ça allait être une violation de notre vie privée, ça allait nous faire perdre le fruit de notre recherche, etc. Ce qui sont, sur lesquels il y a un fond de vérité, qui peut avoir un fond de vérité, mais ce sont des préoccupations qui peuvent être solutionnées, qui sont solutionnées par toutes sortes de moyens, allant de codes d'éthique à des solutions plus techniques aussi, qui permettent donc la protection des données confidentielles, l'anonymisation des données pour protéger la vie privée des gens, les codes d'éthique à être adoptés par les manufacturiers, etc. Donc, cette peur du changement, elle est surmontable, elle est en train d'être surmontée de plus en plus, et on pense que plus l'élan s'accélère, plus la roue tourne vite, plus cette peur va disparaître rapidement. C'est un peu ce qu'on constate dans le monde. Nous, au Gaudan, on a commencé à opérer en 2015. Oui. La fracture numérique, c'est un sujet qui est très important pour moi, pour nous, pour l'innovation. Il y a 3 types de fractures numériques qui se passent. Tout à l'heure, dans l'exposé, pas à cause du temps, j'ai pu parler seulement d'une, mais là, je vous donne les 3. La première, c'est le monde est en train de prendre le virage numérique, et c'est un changement qui est, je ne sais pas quel est le mot, qui ne sera pas stoppable. C'est vraiment un virage vers l'efficacité, vers l'accélération des transactions, l'accélération de la productivité, de l'amélioration de l'innovation. Donc, la première fracture numérique, c'est entre les pays avancés et les pays moins avancés, où pendant longtemps, les pays plus avancés, plus économiquement riches, ont eu les moyens, pendant longtemps, d'utiliser cette technologie que les pays plus pauvres, auxquels les pays plus pauvres n'avaient pas accès. Alors ça, c'était une fracture qui était très importante, mais qui est en voie de disparition, puisque maintenant, on a d'abord les coûts de la technologie qui sont en chute libre depuis plusieurs années, donc ça devient de plus en plus accessible à ces pays-là. Et deuxièmement, on a une nouvelle génération de jeunes dans beaucoup de pays émergents, de jeunes instruits, passionnés de tout ce qui touche les données, l'informatique, etc. Donc vraiment, cet écart-là, cette fracture est en train de s'éliminer. Le deuxième type de fracture, c'est au niveau des genres. Ça, les gens ne pensent pas souvent à ça, mais il faut bien constater que de un, la grande majorité des fermiers dans le monde, des agriculteurs réels, ce sont les femmes. Parce que souvent, prenons l'Afrique en particulier, où il y a une grande concentration de petites fermes, très souvent, typiquement presque, c'est la femme qui fait fonctionner la ferme. L'homme est en ville à conduire un taxi ou à faire d'autres choses. Alors c'est un peu souvent comme ça. Puis à cause de lois, d'habitudes culturelles ou d'autres contraintes, souvent la femme n'est pas propriétaire de la ferme. Donc administrativement, elle n'existe pas, même si c'est elle qui fait tout le travail. Premier problème. Deuxième problème, c'est que l'accès à la technologie, surtout à travers les téléphones intelligents, c'est l'homme qui a le téléphone. La femme ne l'a pas. Donc, la femme qui fait le travail, elle n'a pas accès aux avantages technologiques qu'elle pourrait avoir si elle avait justement usage de cet outil qui est devenu maintenant indispensable pratiquement. Ça, c'est la deuxième fracture numérique qui n'est pas encore solutionnée et qu'on doit adresser vraiment très bientôt. La troisième fracture, c'est celle qui me préoccupe aussi beaucoup. On est dans un phénomène mondial d'émergence des grandes fermes industrialisées, avec lesquelles il est de plus en plus difficile de compétitionner si on est un petit fermier, qui est la grande majorité des fermiers dans le monde, où on a, je définis un petit fermier, 4 hectares et moins. Alors, vous voyez, si vous avez 4 hectares, compétitionnez avec quelqu'un qui a 200 000 hectares
c'est pas mal difficile. Alors, parce que le premier a des économies d'échelle, a des ressources que vous n'avez pas. Et deuxièmement, comme dans l'exemple que je mentionnais tout à l'heure, il y a des technologies, par exemple drones, qui ne sont pas vraiment rentables, entendons-nous, si vous êtes un très petit fermier. L'achat d'un drone, c'est 1 000 $, mais l'achat d'un sensor avancé, c'est 15 000 $. Alors, si vous avez un demi-hectare, c'est pas rentable pour vous. Et puis, ça ne serait pas efficace non plus, puisque le drone va survoler votre terre pendant peut-être 15 secondes. Alors, vous avez besoin de 15 secondes d'utilisation du drone. Vous n'avez pas besoin d'acheter un drone. Alors, que faire? Il faut trouver d'autres façons de s'organiser. Ça fait partie aussi de la révolution numérique que le monde agricole se doit de faire maintenant. 2 points pour conclure là-dessus. Le premier, une étude du PNUD a été annoncée en fin d'année l'année dernière, où ils ont vu que dans une grande partie des pays du monde, jusqu'à 70 des postes, des jobs dans le domaine agricole sont menacés sur les 10 prochaines années, risquent de disparaître, surtout dans l'agriculture traditionnelle. Donc, ces petites fermes, ces petits fermiers, ils risquent fort de disparaître dans les 10 prochaines années. Alors, que faire? Leur job risque de disparaître. Alors, qu'est-ce qu'on va faire avec tout ce monde-là? Problème numéro 1. Problème numéro 2, c'est le vieillissement des populations agricoles. Les jeunes, aujourd'hui, ils ne veulent plus travailler à la pioche comme leur grand-père faisait depuis toujours. Ils veulent d'abord avoir un métier qui est rentable et puis deuxièmement, un métier qui est peut-être un peu moins dur que ce que c'était à l'époque. Encore là, la technologie va aider, autant au niveau de l'information au marché, qui va leur permettre de trouver des marchés niches, de se regrouper, d'améliorer leur chiffre d'affaires, qu'au niveau technologique aussi, puisqu'on travaille avec beaucoup de fabricants d'équipements aussi pour essayer de les aider à développer des équipements plus adaptés, soit aux petites fermes ou des formules pour permettre de mettre leur équipement disponible à ces petits fermiers, soit en les louant ou en passant à travers un intermédiaire, que ce soit une coopérative ou un autre groupement de fermiers.